Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près le logiciel Wireshark. Alors de la même façon que les astronomes utilisent des télescopes ou les biologistes utilisent des microscopes comme outils, lorsqu'on veut analyser ce qui se passe sur un réseau dans le menu détail, l'outil le plus intéressant peut-être, c'est Wireshark. Wireshark, ça nous permet de voir toutes les données qui sont échangées sur n'importe quelle interface qui permet de connecter un périphérique à un réseau. Donc ça peut être une interface Ethernet, une antenne Wi-Fi, une antenne Bluetooth. Ça peut même être un port USB, une interface virtuelle comme celle que crée VMware quand il s'installe sur un système d'exploitation. Donc, avec Wireshark, on peut voir tout ce qui passe sur une interface et l'analyser d'assez haut niveau jusqu'au détail le plus petit, à savoir bit par bit, l'information telle qu'elle circule sur l'interface où elle a été capturée. Donc aujourd'hui, on va regarder quelques fonctionnalités très élémentaires de Wireshark parce que c'est quand même un logiciel qui est assez complexe. On peut faire beaucoup de choses avec. Dans ce vidéo-ci, on va simplement regarder le mécanisme de filtre, voir les outils statistiques, les outils qui permettent d'isoler une communication parmi toutes celles qu'on peut voir dans une capture, mais on va s'en tenir à une vue d'ensemble. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est lancer une capture avec Wireshark et faire plein de petites choses, donc me connecter par FTP, me connecter sur un serveur HTTP, ouvrir une connexion SSH, et ainsi de suite, seulement pour peupler, si on veut, la capture de Wireshark, puis avoir un petit peu de données à analyser tout à l'heure. Donc, première chose que je vais faire, c'est déjà sélectionner une interface. Là, ici, mon interface Wi-Fi, celle que je veux utiliser, sur laquelle je veux capturer tous les paquets, c'est WLP4S0. Donc, je la sélectionne et je lance la capture. OK, donc on voit déjà quelques paquets défiler sur mon interface. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout d'abord un ping. Je vais mettre un filtre pour ça, ICMP. C'est le protocole qui est utilisé lorsqu'on fait un ping. Donc, je fais un ping sur la passerelle de mon réseau. Donc, vous voyez que ça défile derrière dans Wireshark à mesure que la commande ping se répète. Je vais l'arrêter maintenant. On voit les divers champs. Donc, dans la fenêtre d'en haut, on a chacun des paquets qui est listé avec l'adresse source, l'adresse destination, le protocole utilisé. Dans la fenêtre du milieu, on a les différentes entêtes propres à l'encapsulation des messages dans chacun des paquets qu'on sélectionne. Donc ça ici, c'est le premier paquet. Si on clique sur le suivant, dans la fenêtre du milieu, les informations vont changer. C'est celle du deuxième. Et ainsi de suite si on descend la liste. Puis dans le panneau en bas, ce sont les informations brutes, si on veut, qui constituent ce paquet-là. Là, pour l'instant, c'est des informations en hexadécimal, mais on pourrait les mettre en binaire si on voulait, si on était plus à l'aise avec ce format-là. Ce qui n'est pas mon cas. Je les remets en hexa. OK, donc là, j'ai déjà fait un ping. Ensuite, je vais ouvrir une page web. Je vais mettre un filtre ici, HTTP. Je vais ouvrir une page web sur un petit serveur très rudimentaire que j'ai fait sur une VM. Donc, les serveurs SSH, FTP et HTTP, c'est sur une VM que j'ai localement. Donc, je vais ouvrir la page sur l'adresse 192.168.1.147. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ouvrir une connexion SSH sur le même serveur. SSH. Ah oui, j'ai oublié de mettre le filtre ici, donc. Voilà. Donc, évidemment, SSH, c'est chiffré, donc peu importe les commandes qui sont passées, on ne pourra pas aller voir ce qu'elles contiennent. Tout ça, c'est encrypté. Je vais ouvrir une connexion FTP.
et le mot de passe, voilà. Donc, je peux lancer quelques commandes, pwd, dire, il n'y a rien dans le répertoire. Je sors, et voilà. Et finalement, je vais ouvrir une page HTTPS sur Omnivox. Donc, HTTPS, c'est le protocole TLS. Voilà. Donc là, j'ai fait quelques petites connexions. Je peux donc arrêter ma capture. Et là, vous voyez qu'il y a presque 4000 paquets qui ont été capturés dans l'ensemble de ma capture. Ça va me permettre d'aller chercher quelques données intéressantes, des statistiques et d'autres types de données. Bon, tout d'abord, chose très importante dans Wireshark, les filtres. Là, vous avez vu tout à l'heure, je nommais directement des protocoles comme ICMP, HTTP, on pourrait mettre DNS aussi. On peut nommer des protocoles dans la barre de filtre, mais on peut faire beaucoup plus que ça. En fait, n'importe quel champ dans une en-tête de n'importe quel protocole reconnu par Wireshark peut être un critère de filtre. Par exemple, IP, on peut utiliser la version comme un critère. Je peux sélectionner version du protocole IP, c'est un champ de l'entête IP. Je peux dire, tiens, ça va être mon critère. Donc, appliquer ceci comme un filtre. Les critères les plus souvent utilisés, ça reste quand même les adresses IP. Si je fais IP ADDR égale 192.168.1.147, ça va me donner tous les paquets où 147 apparaît soit comme source, soit comme destination. Ici est à source, ici il est à la destination. Si je veux que ça soit seulement comme source, je peux mettre ip.source. Et là, c'est seulement les paquets dont 147 est à la source qui vont apparaître. Même chose pour destination, ip.dst. Où là, on verra 147 seulement dans les paquets qui l'ont à destination. Puis vous voyez dans le bas de la fenêtre qu'il y en a 474 sur les 3913. Si on laisse Wireshark nous suggérer des critères, vous voyez, lorsque vous faites un point, qu'il y en a quand même beaucoup. Et là, c'est seulement pour le protocole IP. Pour chaque protocole, donc que ce soit TCP, que ce soit ARP, il y a énormément de champs qui sont possibles pour appliquer les critères. OK, donc revenons à IP destination. Quelque chose qui est intéressant aussi qu'on peut faire avec Wireshark, c'est dans les filtres, c'est-à-dire c'est mettre des opérateurs. On peut mettre un opérateur OU avec 2 barres. Donc si je veux que l'IP de destination ce soit 47 ou l'IP de destination soit 192.168.1.1, là je vais avoir des paquets qui contiennent les deux. Où est celui qui est... Voilà. Donc destination.1 ou .147. Donc là, ça c'est les 2 barres, c'est l'opérateur OU. On peut mettre un opérateur et aussi une conjonction. IP.source égale 192.168.1.187. Donc là, ça va me donner les paquets qui respectent les 2 critères dans le filtre. On peut mettre aussi des protocoles ici. Je pourrais mettre par exemple HTTP. Et là, j'ai les protocoles HTTP dont la destination est l'adresse 147. Okay, donc, il y a quand même beaucoup de possibilités avec les filtres dans Wireshark et ça vaut la peine d'apprendre comment ça marche parce que c'est très utile quand on a des dizaines de milliers de paquets à travers lesquels on doit fouiller. On a besoin de faire un peu le ménage dans toute cette information-là et les filtres, c'est la meilleure façon de le faire. Bon, il y a un autre outil tout simple de recherche comme on en retrouve dans plein de logiciels là, de Word à Firefox. Là. Il s'agit d'aller chercher la petite loupe ici. On peut faire une recherche par valeur hexadécimale ou chaîne de caractères ou expression régulière. Ça, c'est simplement que ça va chercher des occurrences de termes dans l'ensemble des paquets de la capture. Donc, si je cherche par exemple la chaîne de caractères Omnivox, je vais la trouver ici une première fois dans une requête DNS. On la voit apparaître ici, dans le bas.
C'est donc dans la requête DNS où je demandais au serveur DNS quelle est l'adresse IP du serveur Omnivox. C'est maisonneuveomnivox.ca. Donc si on fait find, on voit les occurrences suivantes et cancel pour fermer la barre de recherche. Donc ça, c'est relativement simple. OK. Quelque chose qui est assez intéressant aussi dans Wireshark, c'est les statistiques. Je ne vais pas épuiser toutes les possibilités qu'on a ici, là, mais je vais quand même regarder 3 choses. Premièrement, la hiérarchie des protocoles. Ça nous donne une idée assez générale de quelle est la distribution de chacun des protocoles dans l'ensemble de notre capture. Donc on voit qu'il y a en pourcentage du nombre de paquets, mais il y a aussi en pourcentage d'octets, en ce qui concerne la quantité de données qui a été échangée. Donc là, on voit que 100% des paquets, c'est du Ethernet. Une majorité sont en IPv4. Donc il y a 98,6% des paquets qui sont du IPv4 et 1.4, c'est le protocole ARP. Donc vous voyez que ça suit l'encapsulation des informations ici. Et à l'intérieur de Ethernet, il y a du IPv4 qui est encapsulé. Dans le IPv4, on a du TCP, on a du ICMP aussi, du UDP. Dans le TCP, on a TLS. Ça, c'est la page de Omnivox que j'ai ouverte. La connexion SSH, elle est là. Donc, on voit ici tous les protocoles qui ont été utilisés pour chaque niveau d'encapsulation. On a, encore une fois, le pourcentage et la quantité de paquets eux-mêmes, mais aussi d'octets qui ont été échangés. Okay, donc ça, c'est une vue qui permet d'avoir une idée globale du type de communication qui caractérise là, notre capture. Ensuite, on peut aller voir les endpoints. Ça, en fait, c'est pour chaque adresse, que ce soit les adresses Ethernet, IPv4, IPv6, TCP, les ports TCP, pas des adresses, ou les ports UDP. Comment chaque adresse détectée consomme ou émet des données. Donc, si je regarde en IPv4, par exemple, on a donc le nombre de paquets et d'octets total, mais TX, ça veut dire les paquets transférés, et RX, c'est les paquets ou les octets reçus. Donc, si je veux savoir, par exemple, dans ma capture, quelle est l'adresse IP qui a envoyé le plus grand nombre de paquets, je vais trier par ici. Puis là, on va voir que c'est l'autre courant, en fait, 192.168.1.187, qui est mon poste de travail, là, qui est l'adresse de l'interface sur laquelle Wireshark écoute. Donc, en deuxième place, c'est 207.162.107.53. Ça, de mémoire, c'est l'adresse de Omnivox. Si on trie par nombre d'octets envoyés, c'est cette adresse-là qui est en première place. Et donc, on peut voir ici, là c'est par IPv4, mais on peut le voir aussi par port TCP, en fait par socket, donc par combinaison d'une adresse et d'un port. Donc ça, c'est pour les adresses prises individuellement. Maintenant, on peut aussi voir ce qu'on appelle les conversations. Donc là, c'est les paires d'adresses. Encore une fois, Ethernet, IPv4, IPv6, ou alors socket TCP ou UDP. Donc là, je peux voir, par exemple, tout à l'heure, on voyait que 187, c'était l'adresse qui avait envoyé le plus de paquets. Mais là, je peux voir toutes les adresses où elle a envoyé des paquets, puis voir pour chaque paire d'adresses, obtenir des statistiques, en fait. Encore une fois, des paquets envoyés et des octets envoyés. Donc, les conversations comme ça, on peut y accéder dans les stats, dans le menu statistiques, mais on peut y accéder aussi dans la fenêtre de Wireshark. Si je choisis un paquet ici et que je veux définir un filtre qui contient tous les paquets de la conversation entre ces deux adresses-là, je sélectionne le paquet et je clique sur le bouton droit. Je fais filtre de conversation IPv4. Et là, ça va me générer un filtre où je vais voir seulement tout ce qui a été échangé entre ces deux adresses-là. Donc ça peut être très utile, encore une fois, pour trier un peu les informations qu'on veut voir dans des milliers et des milliers de paquets d'une capture. Autre chose qui est assez intéressant, c'est la possibilité de suivre le flux TCP. Qu'est-ce que c'est ça, un flux TCP?
En fait, dans une communication, dans le contexte d'une connexion entre deux autres, une connexion TCP, il y a beaucoup de données qui peuvent être échangées. Ça prend une connexion TCP pour faire du FTP, pour faire du HTTP, du TLS. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent passer dans une connexion TCP et ces informations-là, des fois, elles se retrouvent à être réparties sur plusieurs paquets différents. Donc, ça peut être assez difficile, si on veut retracer cette information-là, de juste prendre la conversation et, comme ceci, donc faire un fil de conversation, et là, tranquillement, regarder chacun des paquets un après l'autre pour voir quel est le contenu des messages qui ont été envoyés. Donc, pour ça, il y a une fonctionnalité. On clique sur le bouton de droite et on fait Follow TCP Stream. Et là, ça va nous afficher seulement les messages qui sont au-dessus de la couche TCP. Donc, on n'a pas toutes les informations d'entête IP, entête TCP, identifiant time to live et les champs des entêtes des paquets. On a seulement le protocole application. Qu'est-ce qui s'est échangé comme information? Donc là, ici, on voit en rouge, c'est le client. En bleu, c'est le serveur. Ça, c'est les entêtes HTTP ici qui sont échangées entre client et serveur. L'image qui a été affichée, elle a été téléchargée. Donc là, ici, on voit que c'est du binaire. Là, ça ne s'affiche pas très bien, mais on peut voir donc le contenu des messages. On peut aller voir la même chose pour notre connexion FTP de tout à l'heure. Si je sélectionne donc un paquet de cet échange-là et je fais Follow TCP Stream, ça va nous afficher toutes les informations qui ont été échangées entre le client et le serveur FTP. Comme vous voyez, c'est quelque chose qu'on répète souvent, mais FTP n'est pas très sécuritaire. Pourquoi? Parce que les informations d'identifiant et de mot de passe, elles sont transmises en clair. Il n'y a aucun chiffrement en FTP. Ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un faisait une capture sur un commutateur, par exemple, et que sur ce réseau-là, il y avait des gens qui utilisaient FTP, ben ça serait très facile avec Wireshark d'aller chercher l'information des logins et mots de passe de tout le monde qui utilise le service FTP. Tout ça pour dire que FTP, il ne faut pas utiliser ça. Donc maintenant, juste pour se pencher un petit peu sur les informations qu'on a dans les trois panneaux, lorsqu'on sélectionne un paquet, on a ces informations qui s'affichent dans le panneau du milieu. Comme je disais tout à l'heure, on a l'encapsulation à chaque couche des messages qui sont transmis. Donc, Ethernet ici contient une trame IP qui contient un paquet TCP qui contient les messages FTP. Vous avez vu quand je sélectionne chacune des entêtes que dans le panneau en bas, les octets correspondants à l'entête sont soulignés. Donc, la trame Ethernet qui contient l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination, que je peux, en les sélectionnant eux-mêmes, souligner dans les données du panneau d'en bas. Ben, tout ça donc, s'affiche assez clairement dans les données brutes. Je peux faire la même chose avec IP. Donc, les champs spécifiques de version, de la taille de l'entête, de l'identifiant, du protocole encapsulé à l'étage au-dessus, dans ce cas-ci TCP, l'adresse source, l'adresse destination. Donc, tout ça, encore une fois, est visible dans le panneau du milieu de façon très, très détaillée. Donc ça, c'est pas mal le niveau le plus pointu d'observation de ce qui se passe sur une interface réseau et ce qu'on peut aller chercher comme information dans un paquet. Ok, maintenant, une dernière petite fonctionnalité pour terminer qui est peut-être pas nécessairement utile, mais qui est quand même assez amusante. On se souvient que tout à l'heure, j'ai donc été sur un site, j'ai téléchargé une image sur ce site-là. Cette image-là, en théorie, dans Wireshark, j'ai tous les octets qu'elle contient. Dans chacun des paquets, j'ai une partie de l'image. Ici, le paquet suivant, oh non pas tout de suite, par exemple ici. C'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure quand on faisait Follow TCP Stream. On voyait tous les octets, toutes les données de l'image, mais qui étaient représentées en ASCII. On pourrait les reconstituer, mais ça serait assez difficile. Il y a une fonctionnalité dans Wireshark qui fait ça pour nous.
Si je vais dans Export Objects, HTTP, tous les fichiers qui ont été échangés et qu'on peut reconstituer vont l'être par Wireshark. Donc, j'ai qu'à le sélectionner et si je veux, je peux aller sauvegarder l'image que j'ai téléchargée où je veux sur mon poste de travail. Donc, Wireshark va reconstituer les morceaux pour nous et on n'a plus qu'à aller le sauvegarder. Voilà. Donc, c'est tout. Ça fait le tour pas mal des fonctionnalités de Wireshark que je voulais vous montrer. Donc, encore une fois, ce n'est qu'un survol, mais ça vaut la peine de bien le pratiquer parce qu'on va s'en servir pas mal dans le cadre du cours cette session.